Effectivement, par rapport à l'indicateur du produit intérieur brut ou du PIB par tête, c'est-à-dire du revenu par habitant, on avait à peu près un niveau égal dans les années 60 entre l'Asie, notamment de l'Est, et l'Afrique subsaharienne. Euh, Ceci étant, il faut rappeler quand même que les histoires n'étaient pas les mêmes. D'abord, la colonisation n'était pas la même. Les pays d'Asie étaient relativement intégrés régionalement, ce qui n'était pas du tout le cas des pays africains. Il y avait également des histoires de longue durée par rapport à l'histoire de l'État. La tradition étatique est relativement faible dans la plupart des sociétés africaines. Et puis, il y a des éléments très importants qui ont joué. D'une part, l'Asie a réalisé sa transition démographique, donc a fait baisser sa fécondité avec une chute de la mortalité. L'Asie avait un taux de scolarisation pratiquement à 100%, et l'Asie connaissait relativement des inégalités faibles, ce qu'on appelle l'indice de Gini, notamment parce qu'elle avait fait une réforme agraire, etc. Donc il y a eu au départ des facteurs structurels qui sont évidemment beaucoup plus importants que le seul indicateur du revenu par tête. Ensuite, l'Afrique, évidemment, est très diverse, c'est pour ça que j'ai employé l'expression Afrique au pluriel, mais l'on peut dire qu'il y a un certain nombre de traits communs. L'Afrique est restée globalement des économies de rente spécialisées dans des produits primaires, du sol, puis progressivement de plus en plus du sous-sol, notamment par le pétrole. On a eu une Afrique qui s'est relativement très fortement endettée à partir des années 73-74 du premier choc pétrolier. L'Afrique est tombée dans un endettement permanent jusque pratiquement au milieu des années 90 et a été obligée, une fois que les prix des matières premières avaient chuté dans les années 81, elle a été obligée de mettre en place des politiques d'ajustement qui étaient des politiques régressives, qui étaient des politiques qui se sont faites par des équilibrages financiers, mais aux dépens de la croissance économique. Donc ce que l'on peut dire, c'est que l'Afrique, effectivement, mais de manière extraordinairement diversifiée, par des trajectoires plurielles, a connu une reprise de la croissance à la fin des années 90 et au début du XXIe siècle, notamment parce que les prix des matières premières se sont inversés, parce que l'Afrique a diversifié ses partenaires et qu'elle a eu notamment des relations avec les pays d'Asie, notamment la Chine, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, etc., qui ont fait qu'elle a eu accès à des financements, qu'il y a eu diversification en termes d'infrastructures, de l'économie, et donc les Afriques ont connu effectivement des taux de croissance en moyenne qui étaient supérieurs à ceux de l'Asie de l'Est entre, on va dire, 1995 et 2012-2013. Ceci étant aujourd'hui à nouveau, parce qu'il y a une inversion des termes de l'échange, parce que un certain nombre de pays africains connaissent un certain nombre de crises qui sont notamment liées à de la sécurité, parce qu'elle n'a pas réalisé dans l'ensemble sa transition démographique, il y a actuellement un ralentissement fort de la croissance africaine, notamment dans des grands pays pétroliers, je pense au Nigeria qui est en forte régression économique. Alors, effectivement, l'Afrique est extrêmement contrastée. On peut la voir évidemment par ses mots, les crises, les conflits, etc., les guerres, les famines, les épidémies, mais on peut aussi la voir par le fait qu'elle émerge, qu'il y a un taux d'investissement qui croît, qu'elle a diversifié ses partenaires, et donc on peut avoir le côté pile, le côté face de la même médaille. Ce que l'on peut dire actuellement par rapport à l'économie africaine, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop parler de retard. Je pense que les sociétés inventent leur modernité par des trajectoires plurielles. Il est évident que le modèle carboné, le modèle énergivore, le modèle à cycle très court de produits qui deviennent obsolètes, etc., de ce qu'on appelle le monde développé ou le monde en maturité économique, n'est pas supportable, évidemment, par l'ensemble de la planète. Donc on ne peut pas parler de retard. On peut dire dans certains domaines qu'il y a différentes manières de construire sa modernité. Alors, je pense que ce qui apparaît dans les pays africains, c'est qu'elles sont de plus en plus diversifiées. Il y a des traits communs, une relative croissance économique, mais certains pays régressent économiquement. Je pense à Madagascar, pour prendre un pays parmi d'autres.
On a des situations extrêmement variées donc, dans les trajectoires économiques. On a des économies qui véritablement sont en train de construire une démocratie parce qu'elles créent des institutions, des règles de contre-pouvoir, qu'il y a une société civile, qu'il y a des élections avec des résultats qui sont respectés par les perdants, etc. Mais on a aussi une Afrique qui se développe par des formes de ce qu'on appelle des démocratures ou ce qu'on appelle également des régimes très autoritaires, voire dans certains cas dictatoriaux, et où il y a en fait ce que Achille Mbembe appelle des satrapes, c'est-à-dire en fait des présidents à vie qui maintiennent leur pouvoir par eux-mêmes ou par leur dynastie. Donc on a des situations extrêmement contrastées. Ce que l'on peut dire également très rapidement, c'est que les pays anglophones, globalement, ont actuellement plutôt un développement économique plus durable, pas tous, hein, j'ai parlé du Nigeria, mais plus durable que les pays francophones, qui ont un véritable problème actuellement en termes de démocratie. Et puis les pays sont très différemment, par exemple, concernés par la transition démographique. Les pays sahéliens n'ont pas commencé leur transition démographique, il y a de 6 à 7 enfants par femme, alors que les pays d'Afrique australe ont totalement, pratiquement réalisé leur transition démographique et que celle-ci est en train de se réaliser également en Afrique de l'Est. Donc en fait, on a des Afriques qui ont chacune des trajectoires différentes, mais personnellement, je ne traduirais pas ces trajectoires en termes de retard, je les traduirais en termes le développement, c'est utiliser ces opportunités, ces capacités qui sont propres à des histoires, à des territoires, et donc l'Afrique le fait différemment. L'Afrique a à faire face à un nombre de défis considérables, et il faut en être conscient parce que l'Europe est directement concernée par ces défis. Le premier des défis, c'est le défi démographique. L'Afrique va doubler de population d'ici 2050. Dans certaines zones, elle va tripler sa population parce qu'il n'y a pas eu de transition démographique. Je pense aux pays sahéliens. Il faut savoir que les jeunes sont exclus du jeu politique, du jeu social et du jeu économique largement, et donc sont évidemment à la recherche d'emploi. Il faut savoir que les sociétés africaines ne peuvent survivre que par de très fortes migrations, et que l'alternative, c'est y aura-t-il des migrations internes au continent africain, à l'intérieur des nations ou entre les nations africaines, ou est-ce qu'il y aura une migration internationale? C'est le défi majeur, notamment pour l'Europe, et la réponse n'est pas la même selon que ce sont des migrations internes au continent ou extérieures au continent. Les défis sont également environnementaux. L'Afrique est le continent qui est le plus touché par le réchauffement climatique. C'est le continent qui est le plus touché par un certain nombre d'enjeux climatiques et d'enjeux environnementaux. On pourrait prendre de l'eau, on peut prendre la désertification des sols, etc. Il y a des défis également qui sont sécuritaires. L'Afrique est différemment concernée par les conflits, mais il est évident qu'il y a des interconnexions qui sont apparues avec le Moyen-Orient. Il y a des interconnexions entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et la question de la sécurité est une question absolument centrale dans les pays sahéliens, je reviens dessus. Dans certains pays d'Afrique centrale, je pense au Soudan, je pense à l'Afrique, par exemple à la Centrafrique, voire au Congo. Et donc ça, c'est un enjeu absolument central. Et puis on voit bien dans un pays comme le Nigeria, par exemple, qu'il n'y a pas simplement la baisse du prix du pétrole et la baisse de la quantité de pétrole produite, mais il y a aussi le fait qu'au nord par Boko Haram et au sud par les mouvements d'autonomie du delta du Niger, il y a une très forte insécurité qui évidemment rétroagit notamment sur les investissements extérieurs. Le Nigeria a vu baisser de 3/4 en 2015 les investissements directs étrangers. Donc en réalité, il y a énormément de défis. Si ces défis sont relevés, ce sont évidemment des opportunités qui vont booster la croissance et le développement, mais si ils ne sont pas maîtrisés, il est évident que ce sont des risques qui peuvent conduire à la conflictualité ou à la régression économique.